Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale Ça fait débat en partenariat avec le quotidien en ligne afrique.com. Sur Télésud, vous pouvez réagir sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter CF débat. Ici même à Libreville au Gabon, édition spéciale le New York Forum Africa. En deux temps, en deux parties. D'abord, je vous propose de retrouver nos débatteurs qui sont à la fois le ministre ivoirien, Véron, un succès montant. Ici, c'est la relève de la jeunesse africaine. Et puis Céline Victoria qui a monté un magazine en ligne, Le Monde Digital, le monde des affaires. C'est ici même dans cette édition spéciale. Mais avant toute chose, je vous propose de découvrir quelques images des moments forts qui ont marqué le New York Forum Africa à Libreville. Regardez. Le stade de l'amitié de Libreville accueille du 14 au 16 juin la seconde édition du New York Forum Africa. Pas moins de 5 chefs d'État africains sont venus pour l'inauguration de ce sommet économique produit par Richard Attias. Son Excellence, Monsieur Idriss Déby. Si nous nous engageons avec du temps de passion dans la préparation de cet événement, c'est pour une seule raison. Pour une raison qui est en partie dans la salle et que j'aurais voulu cette salle immense à la dimension de tout le stade pour les accueillir encore plus, c'est les jeunes. Les jeunes africains et les jeunes africaines. C'est pour la promesse d'un avenir meilleur que la présidence du Gabon a investi plus de 4 millions d'euros dans cet événement. Ce forum doit proposer des solutions innovantes pour soutenir le développement du continent et faciliter les investissements internationaux. L'Afrique veut être actrice de la mondialisation en mettant en exergue ses multiples atouts. L'unanimité semble acquise sur le fait que l'Afrique, notre continent, serait la prochaine frontière. 700 personnes venues des 4 coins du monde sont attendues pendant ces 3 jours d'échange. Parmi eux, des investisseurs et entrepreneurs chinois. Nous avons trouvé un terrain d'entente avec le gouvernement pour un programme d'entraînement aérien. Nous espérons la signature du contrat pendant le forum, aujourd'hui ou demain. L'organisation de conférences, mais aussi de think tanks et de déjeuners à huis clos devront favoriser les opportunités économiques. Allez, pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver dans l'édition spéciale ici même à Libreville au Gabon, dans Ça fait débat sur Télésud en partenariat avec le quotidien en ligne afrique.com. Vous pouvez le commenter, je vous le rappelle à vous tous, quasiment en temps réel, puisque vous avez la page Facebook, l'émission Ça fait débat, et puis sur Twitter, CF débat, je vous en remercie, mais puis surtout merci de votre fidélité. Allez, autour de ce plateau, une belle brochette d'invités, j'ai presque envie de dire quasiment... on a une vraie diversité, y compris hommes-femmes. Ça c'est bien, je suis ravi. Je présente d'abord donc Monsieur le ministre Jean-Louis Billon, ministre du Commerce et de l'Artisanat et de la promotion des PME en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. En face de vous, vous avez Véron, on ne l'arrête plus. Il a pris un élan incroyable et puis il est sollicité par tout le monde, y compris par les plus grands. Il s'appelle Véron Mancourt, il est le fondateur de VMK et ça se passe en République du Congo. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. À ses côtés, Céline Victoria, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la fondatrice d'un magazine qui s'appelle Je Wanda Magazine. Je Wanda Magazine, Céline Victoria Fotso. C'est ça. Tout à fait. C'est en 2 mots? Ça veut dire j'hallucine en français. En français, donc voilà, mais ça traite de quoi? De la mode, de la beauté? Alors, Je Wanda Magazine, on parle de tout ce qui est divertissement, lifestyle, culture, web, réseaux sociaux. Et la particularité, c'est qu'on veut montrer une Afrique dynamique, positive, celle qu'on voit malheureusement assez peu dans les autres médias. Eh bien, justement, parlons-en de cette Afrique dynamique positive et qui bouge. On va tenter de répondre avec Monsieur le ministre, justement, sur ces questions du développement africain. Allez, je vais ouvrir, dans le cadre de ce New York Forum, cette édition spéciale. Tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet. Et il faut que ça fasse débat à un moment donné. L'Afrique connaît 2 nouveaux moyens. Elle s'adapte très vite. Est-ce que d'abord, ma première question, est-ce que vous pensez que l'Afrique est en phase aujourd'hui avec les nouvelles technologies, avec cette nouvelle technologie? Monsieur le ministre. En phase avec ces nouvelles technologies, quand on regarde le nombre d'abonnés, ne serait-ce qu'en téléphonie mobile, je dirais oui, elle est en phase. Maintenant, on peut faire plus parce que ça reste une technologie qui est chère.
Quand je regarde l'accès à Internet, un abonnement Internet dans n'importe quel des pays africains est encore trop cher. Dans d'autres pays, vous allez en Occident, vous avez accès à Internet, au téléphone, à la télévision, tout ça vient dans un package et cet abonnement est moins cher que l'abonnement que vous pouvez avoir en post-paid ou en pré-paid sur la téléphonie. Quels sont les prix que vous pratiquez? Oh, je ne vais pas vous mettre à dire les prix en Côte d'Ivoire, mais il reste trop cher. Quand vous regardez la cherté de la vie dans les pays africains, on est tous trop chers. Il y a un problème de compétitivité. Nous sommes le continent le plus pauvre. Non pas que l'Afrique soit pauvre, l'Afrique est riche, mais les Africains sont pauvres. Donc ce sont là où on trouve les personnes les plus pauvres. Malheureusement, les marchés sont les plus chers. Donc il y a un problème. Et pourtant, on dit que l'Afrique, justement, elle a la plus forte perspective mondiale pour le mobile. Oui, mais c'est extraordinaire. Et même, imaginez, malgré tout, toutes les barrières que nous avons dans le monde des affaires, j'en suis conscient, même si je suis le secteur public aujourd'hui, nous arrivons à avoir des taux de croissance qui enviés de tous. Imaginez une Afrique avec un environnement des plus favorables à l'entreprise. Les croissances que nous avons pourraient doubler. En Côte d'Ivoire, il y a quoi? 18-19 millions d'abonnés sur 23 millions d'habitants en téléphonie. C'est énorme. Vous avez des personnes qui ont un téléphone portable dans un village qui n'est pas encore électrifié, par exemple. Donc, tout simplement parce qu'ils captent le réseau à 5 ou 10 km à la ronde selon le terrain, il va avoir son téléphone qui sonne alors qu'il n'a pas d'électricité. Donc nous avons un retard de développement que la technologie nous démontre. Quand vous avez ce téléphone qui sonne, bon, il y a quelque chose qui cloche. Alors quelque chose qui cloche. Jean-Louis Billon a planté un peu le décor et dit qu'on a affaire à une Afrique à la fois qui vit dans la misère, effectivement. Elle a du mal, en tout cas elle peine à avancer, à s'adapter. Est-ce que c'est votre regard aujourd'hui? Est-ce que c'est votre analyse, Véronne? Il ne s'agit pas d'une analyse... Et pourtant, vous, c'est votre domaine. Oui, il ne s'agit pas d'une analyse qui est personnelle, c'est une analyse qui est globale. Nous savons tous, nous connaissons tous en tant qu'Africains les problèmes que nous avons. Notamment, l'un des plus grands facteurs, les plus grands facteurs bloquants de l'accès à la technologie, c'est ce problème que le ministre a détaillé d'électrification. Tout ce qui est technologique tourne avec l'électricité, vu que c'est basé sur l'électronique. Et quand on n'a pas l'accès à l'électricité, c'est bien entendu un facteur bloquant. Mais à cela aussi, comme a dit le ministre, quand on voit la croissance qu'a l'Afrique, quand on voit les opportunités, quand on voit tout ce qu'il nous reste à faire, ça nous donne assez de force de croire en l'avenir. Parce que quand on sait qu'aujourd'hui, avec 300 millions de personnes en Afrique qui ont des revenus intermédiaires, quand on voit, c'est déjà plus que l'Inde, quand on voit en Afrique avec 106 millions de personnes dans la classe moyenne plus que la Chine, on se dit qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont être faites. Par des nouveaux moyens peut-être? Ça passe par de nouveaux moyens, ça passe certainement par des infrastructures qui devront se planter dans le décor, parce que on l'a dit, nous sommes le dernier réservoir de croissance au monde, surtout sur le domaine de nouvelles technologies, vu le nombre de personnes qui ont accès à la technologie, vu le nombre de personnes qui devront avoir accès à la technologie. Nous sommes le dernier continent où le marché n'est pas arrivé à saturité, à saturation plutôt, mais quand on voit la réalité, c'est... Est-ce qu'on peut rappeler le profil peut-être justement du jeune ou de celui qui utilise tous ces outils technologiques, dont le portable? Est-ce qu'on peut rappeler le profil? Le profil, c'est en grande partie, quand on voit les chiffres, en grande partie, quand on prend la classe de 16 à 34 ans qui représente aujourd'hui 53% des revenus personnels en Afrique, ils sont friands de nouvelles technologies, ils sont friands de mode et la télé a joué de beaucoup dans cela. Quand vous avez 10 amis qui sont sur Facebook, vous voulez rentrer dans Facebook et les 10 autres dans votre cercle d'amis veulent aussi suivre. Donc cette politique d'effet domino a fait que la technologie aujourd'hui soit, on va dire, la nouvelle tendance. Mais il n'y a pas que la technologie. Aujourd'hui, avec des chaînes, par exemple, qui utilisent le satellite, qui sont visibles, qui sont, on va dire, qu'on reçoit partout, la musique a emboîté le pas. Et il n'y a pas que la musique, c'est tout ça. Donc c'est une dynamique qui est en train de se créer. Et il y a 10 ans, ça n'avait pas pris ce rythme-là. Et force est de croire que dans 10 ans, ça ne sera pas aussi, ça ira plus vite. Est-ce le cas, de la même façon, vous avez fondé un quotidien en ligne. Est-ce qu'aujourd'hui, en Afrique, on est prêt à aller consommer les journaux en ligne?
Ben, si on existe déjà, c'est bien parce qu'il y a des gens qui consomment Internet. Comme je disais, on est né d'une page Facebook. Hein. Ça veut dire, qui dit page Facebook, ça veut dire des fans. Au bout de 5000 fans, ils ont réclamé un site Internet. Donc, Rwanda Magazine vient justement à la demande de nos fans, donc de l'internaute. Donc, c'est dire qu'ils consomment Internet, ça c'est une certitude. Maintenant, nous, on est confrontés notamment, effectivement, aux problèmes de connectivité, au prix encore élevé, alors qu'on a déjà la preuve, et ça nous on le voit au quotidien, qu'ils consomment et ils consommeraient encore plus si on leur donnait la possibilité d'être équipés, d'avoir des tarifs abordables et d'avoir une connexion décente, ce qui n'est pas le cas au Cameroun, je dois le dire aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire concrètement que c'est un marché en plein essor? Il est en plein essor, on va dire qu'il y a un potentiel plein essor, je pense qu'on n'a même pas encore. Je ne parlerai pas de plein essor pour le moment. Peut-être dans quelques temps, si on a certains points qui convergent, on pourra dire qu'on est en plein essor. Ça balbutie, ça bouillonne, il y a quelque chose qui bouge et qui ne demande qu'à exploser. Et là, je pourrais dire qu'on sera en plein essor. Alors, monsieur le ministre, justement, le monde digital, là, on vient de parler des quotidiens en ligne, on parle des portables, on parle de tous ces outils, en tous les cas, ça avance très vite. Vous savez que la technologie avance très vite. Pour vous, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, le marché africain, est-ce qu'on peut parler plus particulièrement d'un domaine où il y a un marché qui est en plein essor? Est-ce que vous avez noté quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé? D'abord, la jeunesse. On est aussi le continent le plus jeune. Vous vous promenez dans les rues de n'importe quelle ville africaine, ce qui vous frappe, c'est de voir des jeunes partout. Vous sortez des villes, vous allez dans les campagnes, ce qui vous frappe, c'est de voir des jeunes partout. Et le phénomène ne va pas ralentir. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, vous allez en voir encore plus en âge de consommer. Donc la première préoccupation, c'est comment faire pour leur trouver un emploi et un environnement décent. C'est une richesse. Autrefois, on se disait trop de population, c'est un handicap. Aujourd'hui, avec la Chine et l'Inde, on se rend compte que c'est un formidable marché, c'est un formidable levier économique. Et l'Afrique est un formidable levier économique. Vous pensez que l'implantation des Chinois est une bonne chose pour l'Afrique? Il ne faut pas raisonner avec par implantation des Chinois. On aurait pu dire autrefois c'était l'implantation des Français ou bien l'implantation des Anglais. Je vous vois Véron secouer la tête. Aujourd'hui, la parole. Aujourd'hui, ce sont les Chinois parce que la Chine est amenée à devenir la première puissance économique du monde. On le sait, c'est quelque chose d'inévitable aujourd'hui. Et elle vient effacer surtout le continent européen, dont la France. Elle va être l'économie dominante pendant un certain temps. L'Afrique doit se dire comment tirer avantage de cette volonté chinoise de s'implanter en Afrique. Et il ne faut pas se dire on va avoir peur de la Chine. Non, il faut laisser la Chine entreprendre en Afrique et participer à ses côtés à cette entreprise également. Mais pas tout attendre de la Chine. Je voudrais justement que ça fasse débat, monsieur le ministre, vous allez comprendre pourquoi. Certains disent, et d'ailleurs les langues se délient, et vous entendrez souvent cette jeunesse africaine dire à qui ça profite. Est-ce que ça profite aux Chinois qui viennent s'implanter en Afrique, ou est-ce que ça profite aux jeunes Africains? Alors, il faut toujours... Vous avez fait référence à l'emploi, par exemple. Il faut toujours faire profiter à son économie nationale, à son économie continentale. Il faut que toute initiative d'investissement direct étranger qui vienne profite avant tout au pays d'accueil. À partir de là, on peut accepter tout le monde. Ces entreprises qui viennent construire, elles ne vont pas partir du jour au lendemain avec des immeubles qu'elles ont bâtis. Au final, ça bénéficie à notre économie. Mais pour ça, il faut une certaine protection. Il ne faut pas voir arriver des mastodontes qui viennent, qui font leurs bénéfices et qui partent avec tout sans laisser de perspective aux Africains. C'est surtout là qu'il faut faire attention à l'approche qu'on a quand on accueille les investisseurs étrangers. Voilà, moi je pense que c'est vrai que c'est bien d'accueillir des acteurs étrangers, mais ne nous vendons pas moins cher.
C'est-à-dire que le but quand même, c'est que tout le monde puisse en profiter. Donc je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec Monsieur le ministre, il faut qu'on se protège, qu'on ne reparte pas dans une sorte un petit peu de colonisation d'un autre genre pour plus tard et après pour avoir les mêmes plaintes et les mêmes problèmes. Donc maintenant on sait où certaines choses peuvent nous mener. À nous de prendre les garde-fous nécessaires pour protéger nos marchés, nos concitoyens, etc. pour que seul du positif en ressorte. Ça, mais malheureusement, je ne suis pas sûre que tout le monde fasse cette démarche-là. Voilà, c'est surtout ça la question. Et ça fait peur. Et justement, et moi je crois que j'ai plutôt le sentiment que les jeunes Africains s'en plaignent. Justement. Alors est-ce que c'est de la désinformation? Est-ce que c'est une idée un petit peu, parce qu'on peut être parfois xénophobe, il faut le dire chez nous. Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas fondé? Il y a quand même des petits exemples, mais j'aimerais en tout cas qu'on puisse nous rassurer par du concret. Les gens le pensent, ils le pensent bien pour des raisons. Alors prouvez le contraire, prouvez qu'on est bien protégé. Mais là, peut-être le mot il est un peu trop fort, non, xénophobe. Écoutez, on va pas se mentir. C'est votre opinion. Hein. On va pas se mentir, des fois, il faut entendre les remarques. Hein, donc, on va pas se mentir, des fois, on peut être un peu parfois... C'est la peur, ça a des raisons, il y a des raisons à cela. Mais alors, justement, afin de les rassurer. Justement, voilà, ça fait partie aussi des inquiétudes qui sont soulevées. Mais bien sûr qu'il y a des inquiétudes, tout simplement parce que beaucoup d'Africains se disent « nous sommes chez nous, nous n'avons pas d'emploi et nous voyons des étrangers arriver, créer tout et repartir sans qu'on ait un bénéfice quelconque ou une retombée ». Je vais vous dire, il ne faudrait pas voir arriver, occuper des pans entiers d'économie dans un pays sans voir une entreprise africaine en bénéficier ou participer à un secteur donné. Or, c'est trop souvent le cas. Vous arrivez, vous donnez une concession et vous n'avez aucun national présent dans un domaine complet. Quand vous allez en Asie, très souvent, l'entreprise occidentale ou une multinationale connue qui arrive trouve un partenaire local. Ça favorise la création d'une classe moyenne locale, d'une bourgeoisie locale, sur laquelle peut reposer le développement de ce pays. Il faut avoir cette approche aussi au niveau africain. Comme je dis, bien sûr, on va accepter ces investisseurs parce que nous en avons besoin aussi. L'investissement direct étranger a ça de positif, c'est qu'il vous apporte une nouvelle technique, un nouveau savoir-faire, une nouvelle culture, des gens avec qui vous vous confrontez et vous vous améliorez. Hein. Le pays qui accueille le plus d'investisseurs directs étrangers aujourd'hui, c'est les États-Unis d'Amérique. Il ne faut pas l'oublier, alors qu'ils ont une économie puissante. L'Europe accueille des investisseurs directs étrangers également. Ça permet de s'améliorer. Sinon, vous restez recroquevillé sur vous-même. Et vous manquez de compétitivité et d'attractivité. Allez, justement, parlons-en. Vérone, je vous ai vu sourire lorsqu'on parle de l'implantation des Chinois en Afrique. Pourquoi ça vous fait sourire d'abord? Première question, avant de parler aussi également de la situation de la croissance. Ce qui me fait sourire, c'est qu'en effet, n'oublions pas que le ministre a parlé de partenariat. Et généralement, quand on parle de partenariat, c'est deux parties qui s'accordent sur le contenu de ce partenariat. Et dans le monde des affaires, étant moi-même entrepreneur, je sais que généralement, toutes les parties... Vérone, est-ce que vous-même, vous êtes prêt à nouer des partenariats avec les Chinois, par exemple? Mais nos produits sont assemblés dans les usines chinoises. Et donc, nous avons des partenariats avec eux depuis près de 3 ans. Parce que c'est pas cher? Peut-être pas que ça ne soit pas cher, mais ils ont la main-d'œuvre qualifiée. C'est souvent ce que nous oublions quand on dit que les Chinois viennent en Afrique, c'est eux qui travaillent. Mais pour la simple raison, les Chinois sont arrivés en Afrique du jour au lendemain. Les Africains n'ont pas prévu ça. Ce qui veut dire que le grand problème aussi dans ce cadre, c'est l'éducation. Enfin, il a répondu en partie, monsieur le ministre. Voilà. Jean-Louis Billon. On n'avait pas prévu cette arrivée massive. Et ce qui fait qu'ils sont venus avec de nouvelles technologies dont nous n'avions pas de personnel qualifié pour ce genre de travail, ce genre de choses. Hier, ici, le professeur Summers de l'Université d'Harvard qui avait dit que la deuxième chose pour la croissance de l'Afrique, après la paix, c'est l'éducation. Est-ce que nous avons le personnel qualifié pour faire ce que les Chinois sont en train de faire aujourd'hui? Je ne le pense pas. Beaucoup d'États n'ont pas su anticiper cela, ce qui fait qu'on est obligé... Comment combler ce fossé? Mais il faut investir massivement dans l'éducation. C'est vrai, on peut comprendre cette inquiétude. Mais
il y a aussi une chose. Il ne faut pas oublier que ça se passe sous fond de guerre économique. On a tous lu Chine-Afrique où on sait que d'autres médias, d'autres puissances occidentales ont financé cette campagne en disant que bon voilà, ils vont venir tout prendre et tout. N'oublions pas qu'ils étaient les premiers à exploiter ce continent. Donc le fait est qu'ils se retrouvent en deuxième plan est une mauvaise chose pour eux parce qu'on sait que l'Afrique, comme a dit M. le ministre, on passe d'être la puissance qui va dominer ce continent en termes d'échanges commerciaux. Et donc ça, c'est un fait. Mais le truc, c'est que maintenant, c'est au gouvernement de savoir prendre le dessus. On voit que la chose est en train de changer. Regardez ce qui s'est passé au Ghana, où il y avait des ouvriers chinois dans les mines qui venaient, qui faisaient ce qu'ils voulaient. Ben, les choses ont changé. Le gouvernement ghanéen a tapé sur la table. On l'a vu, je pense, au Namibie, où la Chine a été souscrit pour un marché d'une usine, d'un barrage hydroélectrique n'ayant pas livré à temps, le gouvernement s'est fâché. On l'a vu en Angola où une entreprise chinoise a construit une très grande grosse hôpital, un gros complexe médical et quelques temps après ça a commencé à se fusérer. L'État angolais n'a pas payé, au contraire ils ont demandé de refaire. Ça veut dire que c'est en train de changer. C'est vrai qu'au début nous étions un peu dupes de croire... Qui doit combler son rôle? Qui doit jouer ce rôle? Selon vous, est-ce que c'est par exemple l'État? Mais c'est l'État, bien entendu, c'est l'État. Est-ce le cas en Côte d'Ivoire, par exemple, Monsieur le ministre? Pas du tout. Là, il y a une question concrète, par exemple, qui est soulevée par Vérone, effectivement. Bon, l'État est régulateur, donc oui, c'est l'État qui doit assurer ce contrôle. Et rassurer peut-être la population. Et faire respecter la loi. Bon, maintenant, si c'est une opération que entre privés, un investisseur chinois privé et un investisseur Est-ce que l'État doit intervenir, par exemple? Non, là, sur un partenariat pas forcément. Comme la configuration de celle de Vérone. Mais Vérone, il sait se défendre, donc il est éduqué il sait défendre son partenariat. L'État intervient pour la protection des plus faibles. En principe, il doit jouer son rôle à ce moment-là. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le ministre. Oui, justement, quand je parle du cadre légal protecteur de l'investisseur, c'est ça. C'est de ça que je parle. Oui, si vous avez un recours et que ce recours-là joue, là oui, il joue son rôle. Non, en fait, il a un petit peu précisé, c'est-à-dire que je pense que l'État, effectivement, doit, même dans des accords privés, l'État doit permettre que le cadre, qu'il n'y ait pas de débordement, dans tous les cas. Par exemple, c'est votre situation actuelle? Non, pas personnellement, mais après, on ne parle pas forcément que ça pour sa propre paroisse, mais forcément, peut-être qu'un jour, voilà, on va arriver peut-être à un moment où on aura des partenariats avec des étrangers. Je ne suis pas à l'abri que ça nous arrive, un de ces quatre. Effectivement, même entre privés, on aimerait bien se sentir protégé effectivement par le cadre que l'État nous permet d'avoir. Je ne connais pas précisément le cas du Cameroun, mais je sais que tous les pays d'Afrique ont un code d'investissement privé pour les étrangers. Et bien entendu, bien que ce code, quand on le suit à la lettre, a déjà prévu toutes ces choses, mais dans l'application de ce code, il se passe souvent certaines choses dues, par exemple, on peut parler de corruption, mais parfois pas. Vous savez, quand vous avez un État qui vient de sortir de la guerre et que le premier qui arrive vous présente l'argent, vous êtes moins motivé à regarder toutes les grandes lignes du contrat. Tout ce que vous voulez, c'est de ramener l'investissement privé. Donc il y a tout ça qui fait qu'il y a un problème. C'est ce que je disais, je reviens beaucoup à ce que l'a dit le professeur Simon Summers hier, en disant que la paix aussi est importante. Quand vous êtes un pays qui vient de sortir d'une guerre, vous avez des caisses de l'État qui sont vides, vous avez besoin de les renflouer, et que moi je viens en vous disant que bien, le cacao, je ne l'achète pas à 400 francs le kilo, je l'achète à 200 francs le kilo. Vous vous faites berner, nous le savons tous, mais vous n'avez pas le choix. Acceptez au moins le temps que vous pouvez retrouver. C'est ça, c'est du business. N'oublions pas que c'est du business, et le business ne répond à aucune règle morale. On peut définir tout ce qu'on veut, mais il y aurait toujours des malins qui veulent gagner plus et qui voudront contourner. On a vu la guerre du coltan en RDC. Donc c'est ça. Et la guerre du diamant. Ce diamant a profité à tout le monde, mais pourtant on savait que c'était mal. Moi je pense que l'avenue d'investisseurs ou de partenaires étrangers est très bien, surtout si ça challenge les acteurs locaux. Parce qu'ils ont besoin d'être secoués parfois, de voir aussi comment ils peuvent s'améliorer en termes de compétitivité. C'est dur d'être productif, d'être compétitif dans la durée en plus et d'épouser les standards internationaux pour être au top. Donc ça permet aussi de montrer un petit peu voilà comment ça se passe concrètement et de se placer un petit peu dans cette échelle-là. Pour ce qui est du Cameroun, je vois la venue de l'opérateur qui est annoncé, la Vietel. On espère que grâce à l'avenue de Vietel, on pourra avoir la 3G. Et là, je parle, étant acteur sur Internet, on plafonne à Edge.
ce qui n'est juste pas possible. Moi, je crois malgré tout que la venue des investisseurs chinois en Afrique est une bonne chose pour l'Afrique. Et la preuve en est, regardez où nous sommes. Si vos caméras essaient de dézoomer en regardant ce qui est derrière nous, c'est l'œuvre de ce partenariat-là. Et ce partenariat a changé la face de nos villes. Vous pouvez venir à Brazza, vous allez voir que les grandes choses qui ont été faites, en commençant par l'aéroport et toutes ces infrastructures, sont le fruit de la coopération sino-congolaise. Et quand on parle de la Chine en Afrique, oui, mais il n'y a pas seulement... Je pense qu'on a tendance à trop extrapoler parce que si on rentre dans les faits, ils ont fait parfois beaucoup de bonnes choses plutôt que de mauvaises. N'oublions pas que la Chine fait partie quand même des plus grands investisseurs aux États-Unis. Et là-bas, on n'entend pas dire que... Voilà, effectivement, c'est vrai. Moi, j'aimerais bien juste qu'on fasse des choix pertinents dans les partenariats, en tout cas par exemple d'un État avec les acteurs chinois. Là, je vois par exemple, on a construit il y a quelques années un palais des sports à Yaoundé. Palais des sports, ok, c'est très bien, c'est prestigieux, il est beau. Mais il y a plus de spectacles, de concerts dans ce palais des sports. Et j'ai entendu dernièrement qu'on veut faire un palais des sports à Douala. À un moment donné, peut-être qu'il n'y a pas de salle de spectacle à Douala. Je veux dire, on est au Cameroun et je parle aussi d'un point de vue culturel. Il n'y a pas de salle de spectacle digne de ce nom. Quand je vois le palais de la culture à Abidjan, personnellement, j'ai honte. Donc, je me dis à un moment donné, il faut peut-être faire un choix, pertinent, de se dire, ok, c'est pas le tout de faire quelque chose, de dire ok, les Chinois sont venus faire quelque chose, mais peut-être qu'il est intéressant, par exemple, pour le Cameroun, de faire une salle de spectacle au lieu d'un palais des sports. J'insiste un peu sur le point. Et notez une chose, quand le Chinois vient chez toi construire, c'est pas lui qui dit que je viens construire ceci chez toi. On est d'accord. C'est toi qui dis je veux ceci. On est et on a d'accord. tendance à trop parler de la Chine. N'oublions pas que la Chine en Asie n'est pas le premier investisseur en Afrique. Il y a la Malaisie qu'on oublie. Il y a l'Inde qui est en train de suivre. Et on n'y en parle pas d'eux parce qu'eux, ils ont été moins la victime de la désinformation qu'a subi la Chine. Moi, je travaille avec les Chinois parce que j'ai sillonné l'Asie du Sud-Est. J'ai trouvé que c'était qu'en Chine qu'on avait de la compétence, on avait de l'infrastructure pour le faire et je ne suis pas le seul. Les grandes entreprises le font. Donc c'est vrai que c'est bien. Ils sont, dans le monde des affaires, il n'y a pas de bisounours. Non, c'est un monde agressif et il faut être fort pour signer des accords avec des gens comme ça. J'aime assez bien cette phrase. C'est pas le monde des bisounours. Monsieur le ministre, d'abord, avant de vous poser la question, qu'est-ce que vous observez? Il y a plusieurs choses qui se sont dites là à l'instant, dans Ça fait débat. Ça vous interpelle ou pas du tout? Oui, bien sûr. Bon, quand on traite avec la Chine vous dit « nous faisons comme vous aimeriez qu'on fasse ». En clair, c'est le rapproche. Un occidental va vous dire « moi, je voudrais que vous ayez une gouvernance de telle manière ». La Chine dit « la gouvernance, pour moi, ce sont les règles que vous vous édictez vous-même, et nous, on les respecte ». Donc, en clair, s'il y a un droit à payer à l'entrée, ils vont payer le droit. C'est ce que ça veut dire. C'est le ticket d'entrée. Oui. Si la corruption est la règle et que tout le monde s'accorde dessus, les Chinois dont fait référence aussi Véron. Ils vont corrompre. Si la règle est de ne pas corrompre, ils ne vont pas corrompre. Donc c'est à nous de savoir. Il a quand même dit, Véron, il y a toujours un moyen de contourner les règles. Mais c'est dans la corruption, bon. C'est comme on dit. Nous avons vu le cas, excusez-moi monsieur le ministre, nous avons vu le cas nigérien où il y avait un grand contrat de plusieurs milliards de dollars de construction de raffineries. Ils ont utilisé la Chine parce qu'ils savaient, les gars, ils étaient moins souples, plus souples, on va dire, avec les rétrocommissions. Ils n'ont pas voulu utiliser les entreprises européennes parce qu'ils savaient que là-bas, ça ne passe pas. Donc c'est ce qu'a dit monsieur le ministre. On a bien besoin des gens qui viennent nous saluer comme ça, pas des gens à laquelle nous faisons ça et ils font ça. Il y a trop de donneurs de leçons alors qu'aujourd'hui nous on veut évoluer et on n'a pas besoin de ça, je pense. Monsieur le ministre. De toute façon, quoi qu'il en soit, il faut qu'on s'impose des règles et qu'on respecte les règles qu'on s'impose. Après, les choix stratégiques des différents pays pour arriver au développement, ces choix-là reposent sur les gouvernements, sur les leaders en place. Avoir un stade, 10 stades, ou alors des infrastructures économiques qui favorisent le développement, ce sont des choix également. Quand Céline Victoria dit, par exemple, quand je vois le palais des sports, c'est ça, vous avez fait référence au palais des sports, le palais de la culture à Abidjan, à la honte, est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce qu'il faut agir? Elle voulait dire qu'elle aurait aimé avoir, elle, un palais de la culture. C'est ce qu'elle a dit. Donc, au lieu d'avoir qu'un stade, on a eu le palais de la culture, mais parce qu'il manquait ce palais. Donc, on a demandé de combler un vide. Et ils l'ont comblé. Demain, on peut demander autre chose.
il faut savoir ce que vous n'avez pas et avoir quelque chose d'utile également. À un moment donné, il faut faire des choix pertinents, c'est-à-dire qu'il ne suffit ça, pas c'est dans de... les choix stratégiques du développement du pays. Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission. Est-ce que vous pensez, Monsieur le Ministre, et je vous poserai la même question, est-ce que vous pensez cette jeune génération, la relève, cette génération, cette jeunesse africaine, est-ce qu'elle va compter de plus en plus dans le monde des affaires ou pas du tout? Il faut qu'elle compte de plus en plus. Moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'elle va compter, je n'ai pas de boule de cristal. Et comment vous les préparez? J'espère qu'elle va compter. Il y a une nécessité pour Richard Attias, pardonnez-moi de vous interrompre, l'a rappelé. En ouverture du New York Forum, de cette deuxième édition, nous nous adressons à la jeunesse africaine. C'est ce qu'il a dit. Alors moi, je vous pose la question. C'est pour ça que je dis, il y a une nécessité pour qu'elle compte. Nous dépassons le milliard d'habitants aujourd'hui et nous allons continuer. Si on ne le fait pas, on ne pourra pas s'en sortir. On aspire au développement et le développement passe par le développement de l'entreprise. On parle de pays industrialisés ou de pays développés, il faut qu'on passe par l'industrie également. Tout ça, on ne peut le faire qu'en étant éduqué, compétent, compétitif, entreprenant, et ça, on ne peut pas l'importer. L'expérience n'est pas transmissible comme ça. Vous ne pouvez pas importer tout de Chine ou d'Europe et penser que tout va fonctionner comme ça du jour au lendemain. On peut faire comme les Asiatiques. L'Occident a déjà remporté le modèle de développement. C'est clair, tout le monde aspire à un modèle qui se rapproche de ce qu'on trouve en Occident. Vous allez en Asie, les villes asiatiques sont des villes occidentales, entre guillemets. Le mode vestimentaire est un mode occidental. En général. Donc, nous allons vers cela et nous devons le construire en Afrique pour les Africains et accepter de rentrer dans le concert des nations, participer à cette compétition. On a tout à gagner là-dedans. Mais pour ça, il faut une jeunesse préparée à cet avenir meilleur. Est-ce que vous avez le sentiment, Véron, la même question aussi à Céline Victoria, vous avez le sentiment de participer à ce développement, de cette croissance en Afrique, cette nouvelle génération? Vous en faites partie d'ailleurs de cette nouvelle génération des jeunes Africains. Oui, vous avez le sentiment de participer, de contribuer? J'ai ce sentiment, la simple raison que je me rappelle quand je commençais, quand je cherchais le financement et que le ministre de l'Industrie de l'époque au Congo m'a porté son aide en nous donnant le financement dont on avait besoin pour démarrer. Il m'avait répété ceci en disant que si je te donne cet argent, ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent, non. Si je le donne parce que tu es jeune et si tu réussis, ça va inspirer d'autres jeunes. Et aujourd'hui, je connais, quand je fais des conférences dans les universités au Congo, je vois beaucoup de jeunes qui sont de plus en plus motivés à aller vers l'entrepreneuriat parce qu'ils ont vu que je n'ai rien de plus qu'eux et je suis sur la bonne voie. Et quand on sait que dans nos pays, surtout les pays francophones où les jeunes sont plus focalisés soit dans la fonction publique, soit dans la politique, leur offrir une troisième voie que je pense qu'est une voie essentielle, qui est la voie de l'entrepreneuriat, est quelque chose de bien. Et le fait est que nous, moi personnellement, et dans une certaine mesure, le ministre qui est en face de moi, nous le connaissons, on l'a connu, on l'a lu en tant que grand entrepreneur, prouve que c'est ça le next step. Et nous le faisons et beaucoup d'autres vont le faire après nous. Mais le truc, c'est de les aider à ces jeunes à être des entrepreneurs. Quand on connaît que la fiscalité en Afrique est très lourde, un jeune qui crée son entreprise se retrouve avec beaucoup de difficultés avant même de commencer à faire quoi que ce soit. Commencer à alléger la fiscalité, faire une politique d'accompagnement pour aider ces jeunes à devenir des entrepreneurs demain, je pense que ça sera ça la voie du salut. Céline Victoria. Je pense que notre présence ici en elle-même prouve que nous comptons. Moi, j'estime que nous comptons déjà. Moi, je vois notre lectorat au magazine. Joanna Magazine, ils suivent mon aventure ici, ils suivent sur Twitter, ils suivent sur Internet. Aussi, voilà, ça commente et ça leur permet effectivement de voir qu'en faisant, on peut arriver à des choses, on peut être entendu grâce aussi à des forums comme ça. Donc, nous comptons déjà. Nos voix ne sont peut-être pas encore celles qui sont les plus écoutées, mais certains nous écoutent déjà. Donc, c'est très, très important, effectivement, je rejoins Véron, que les Africains les jeunes Africains puissent avoir des modèles. On manque de modèles qui leur soient proches. C'est-à-dire que ça paraît inaccessible quand ils sont déjà arrivés, de suivre le parcours de jeunes entrepreneurs comme nous qui suivent finalement depuis le début. Ça leur permet de se rendre compte que c'est faisable. Allez, on va devoir conclure. Monsieur le ministre, je vous pose la question. Est-ce que finalement on peut en tirer quelque chose de ce New York Forum Africa ici à Libreville? Oui, bien sûr, parce que ce forum fait venir des personnes d'horizons divers et d'expériences variées. Et on apprend.
en échangeant et d'écouter des personnes de différents pays exprimer leur expérience et ceux qui pourraient nous amener à nous améliorer est important. Il faut bien comprendre que nous vivons dans un monde qui est en changement permanent. Il faut s'adapter à ce changement-là. Donc ce genre de forum est une excellente chose. En plus, on n'en a pas beaucoup finalement qui parlent de l'Afrique. Un forum aussi bien organisé dans une capitale africaine qui se répète chaque année, on avait besoin de ça. On peut imaginer un New York Forum Africa en Côte d'Ivoire, à Abidjan par exemple? Ah oui, j'espère. J'espère que l'initiative va prendre dans d'autres capitales pour peut-être avec d'autres thèmes. Mais nous avons tous besoin de... Donc un New York Forum Africa à Abidjan par exemple, c'est possible? Non seulement c'est possible, mais c'est même souhaitable. Souhaitable. Bon bah écoutez, c'était le mot de la fin. En tout cas, merci à Jean-Louis Billon. Vous êtes le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci également à Véron Mankou. Vous êtes le fondateur de VMK, d'accord, et vous êtes en République du Congo. Merci à vous et puis bravo en tout cas et respect et puis bon vent en tout cas pour ce qui vous attend, y compris dans les partenariats que vous allez nouer. Je pense, il me semble, que vous avez été approché par les plus grands. Oui, on a déjà refusé 3 propositions d'achat. Et c'est pas des milliers d'euros, c'est des millions. Hein. Non, des millions de dollars, mais nous ne sommes pas à vendre, nous avons une vision, c'est de donner à tous les Africains accès à la technologie et donc on n'aurait pas réussi ce pari, je ne pense pas qu'on va vendre. Merci également à Céline Victoria, elle est la fondatrice et puis surtout elle a créé un magazine qui s'appelle Wenda Magazine. Tout à fait. J'hallucine. Exactement. Et donc moi ce que j'aimerais dire c'est aux tontons qui nous gouvernent de nous libérer Internet. Qui nous libèrent Internet. Nous jeunes entrepreneurs, on peut. C'est la liberté d'expression. Non, même pas ça. On peut créer des emplois à terme après. Donc avec des initiatives sur Internet, je suis sûre qu'il y a plein de jeunes qui pourraient avoir beaucoup d'initiatives sur Internet et devenir des chefs d'entreprise. Ça fait débat en partenariat avec Afrique.com, le quotidien donc en ligne. Et puis surtout cette diffusion pour cette édition spéciale sur Télésud. Merci de commenter si vous le souhaitez sur la page Facebook. Ça fait débat, vous le savez, le rendez-vous n'a pas changé. Et puis sur Twitter, c'est F Débat. Merci d'être avec nous. Et on accueille aujourd'hui une invitée prestigieuse, non? Oui, voilà, madame, merci du terme. Cécilia Attias, que je ne présente plus. Et surtout, vous êtes là ici dans le cadre du New York Forum Africa Libreville. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors vous êtes la présidente, la fondatrice de la fondation Cécilia Attias pour les femmes. Absolument. Ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire quoi? C'est une fondation que j'ai créée il y a 4 ans à New York, qui est une fondation qui aide, une plateforme qui aide les autres fondations. Nous ne sommes pas sur le terrain, mais nous aidons les fondations qui sont sur le terrain et qui peuvent en avoir besoin. Alors comment nous les aidons? De diverses façons. La première, on essaye de collecter des fonds pour leur reverser, avec une traçabilité pour être sûr que l'argent est bien utilisé, en essayant de faire travailler ensemble des fondations qui travaillent dans le même secteur, mais qui forcément ne se connaissent pas, n'ont pas de communication. On essaye de les faire grandir en les faisant travailler ensemble. On peut les aider stratégiquement en envoyant des équipes qui peuvent les aider dans leur stratégie. On peut les aider dans leur communication, comme j'ai des médias qui peuvent éventuellement s'intéresser à moi. À ce moment-là, j'essaye de les faire travailler ensemble et de montrer aux médias du monde entier le travail qui est fait sur le terrain. On n'est pas basé en Afrique, forcément. On est basé partout dans le monde. Je reçois beaucoup de demandes de fondations qui ont besoin d'aide et on essaye de les aider comme on peut. Cécilia Attias, c'est une fondation qui s'adresse plus particulièrement aux femmes africaines ou pas du tout? Non, donc c'est ce que je vous disais, ce n'est pas les femmes africaines. On travaille beaucoup sur le continent africain, mais on travaille également en Europe de l'Est pour le trafic des femmes. On travaille aux États-Unis où j'aide beaucoup de fondations, notamment des fondations qui s'occupent des enfants nés en prison, de femmes emprisonnées et qui essayent d'élever ces enfants jusqu'à l'âge adulte. On s'occupe de toutes sortes de problématiques que les femmes peuvent rencontrer dans le monde et on se promène partout. Alors comme on est dans le cadre de cette deuxième édition du New York Forum Africa, ici même à Libreville, on va tenter, si vous le permettez, Cécilia Attias, de parler du rôle des femmes, d'accord, et le monde des affaires. Alors, je ne vous l'apprends pas, les pays africains connaissent une croissance économique et on note tout de même que les femmes continuent vraiment de prendre du retard. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est un vrai constat ou quel est votre regard? Écoutez, je vais vous dire, je pense que cette problématique n'est pas seulement africaine. Cette problématique est mondiale. C'est drôle, hier on avait un déjeuner avec des premières dames et c'est une problématique qu'on rencontre aussi bien aux États-Unis qu'en France, que partout. Le fameux plafond de verre
comme on dit aux États-Unis. Les femmes qui accèdent à des postes importants, à un moment donné, n'ont pas le même salaire que les hommes pour un travail égal. Les problèmes ici en Afrique sont autres. Il faut aider les femmes à pouvoir accéder à l'éducation, faire garder leurs enfants pour pouvoir se lancer dans le monde du travail. En France, la problématique, c'est pareil, c'est la garde d'enfants. On a un manque réel de places en crèche. Comment une femme peut-elle avoir une famille et travailler en même temps? Donc cette problématique des femmes dans le monde du travail, elle est mondiale, avec des échelles différentes, avec des problématiques différentes, et elle est mondiale, et on en parle partout où je vais, c'est toujours le même problème qui revient. Alors j'ai presque envie de vous poser cette question, Cécilia Attia, c'est est-ce que les femmes continuent d'être victimes de discrimination? Je ne pense pas que ça soit de la discrimination. Il y a deux choses à séparer. La première, c'est aider les femmes à pouvoir accéder à un choix. Veulent-elles travailler et avoir une famille? Veulent-elles rester chez elles pour s'occuper de leurs enfants? Déjà donner le choix à une femme. Pour le moment, une femme, et il ne faut pas se leurrer, c'est une femme qui élève les enfants. Même si les hommes participent un petit peu plus, c'est la femme sur laquelle repose l'éducation des enfants aujourd'hui. Donc il faut donner à ces femmes le choix de pouvoir travailler ou de rester chez elles si elles en ont la possibilité. Et l'autre problématique, c'est une fois qu'elles accèdent au monde du travail, il faut essayer d'éviter ce plafond de verre et leur donner autant de chances que les hommes avec les mêmes salaires pour un travail égal. Quand je dis qu'elles peuvent être en tout cas victimes de discrimination, c'est vrai qu'il peut y avoir parfois, et elles le regrettent, elles le disent même d'ailleurs plus précisément les femmes africaines, parfois il y a des clichés, des préjugés. Bien sûr, non seulement des clichés et des préjugés. C'est aussi le rôle de votre fondation pour les femmes? Moi j'essaye de leur donner confiance en elles. Souvent elles sont, plus particulièrement en Afrique, elles sont bloquées par le poids de la famille, par le poids des traditions, et elles ont du mal à se lancer en se disant voilà, je voudrais accéder au monde du travail, mais il faut les aider à prendre confiance en elles. On a des initiatives dans des villages, par exemple, des petits villages où effectivement il n'y a pas de possibilité d'accéder au monde du travail pour ces femmes, et bien essayer de les faire travailler dans le domaine qu'elles connaissent. Par exemple, la fondation de la Première Dame ici en Afrique, il y a des produits de la forêt. Utiliser ces produits de la forêt pour les exploiter et en faire soit des produits de beauté, soit le faire entrer dans des laboratoires pharmaceutiques. Enfin, essayer d'aider les femmes africaines à trouver l'endroit, le lieu où elles peuvent travailler dans ce qu'elles savent faire. Quel est votre regard, Cécilia Attia, sur les femmes africaines et plus précisément la femme africaine et l'indépendance économique? J'ai beaucoup d'admiration pour les femmes africaines. Ce sont des femmes Pourquoi? fortes. Ce sont des femmes fortes. Ce sont des femmes déterminées. Et ce sont des femmes qui savent ce qu'elles veulent et où elles veulent aller. Je les connaissais très peu. Je les découvre encore aujourd'hui. Et je dois dire que j'ai pas mal d'admiration pour ces femmes. Ce sont des femmes qui sont extrêmement, une grande puissance en elles. Je les sens extrêmement puissantes intérieurement. Il faut les aider à sortir cette force en elles pour travailler, si elles veulent dans le monde du travail ou dans le monde de la famille, mais avec un choix total. Ce sont des femmes tout à fait remarquables, que je découvre encore aujourd'hui et que j'aime beaucoup. Lorsque vous dites qu'il faut les aider, ça passe par quoi par exemple? Ça se traduit comment? Donner confiance en elles-mêmes et leur donner les moyens d'avoir le choix. C'est l'atout. Je pense. Ça passe par ça. Je pense que ça passe par ça. Mais partout, plus particulièrement ici, parce qu'on part de beaucoup plus loin. Mais il faut leur donner confiance en elles, il faut les aider, il faut leur donner le choix. Et puis l'éternel problème de garder les enfants et surtout qu'elles puissent ne pas être pénalisées si elles décident d'avoir une famille. Je dis, une femme doit avoir une famille, il ne faut pas que ça soit une pénalisation que d'avoir une famille et des enfants. C'est pas normal qu'aujourd'hui une femme soit pénalisée parce qu'elle a des enfants. Alors autant on peut parler de la jeunesse et puis la relève africaine, mais est-ce que les femmes jouent aujourd'hui, les femmes africaines jouent un rôle aujourd'hui, et on peut le noter puisque la discussion est portée aussi dans cette direction-là, est-ce qu'elles sont déterminantes dans le développement économique à venir, à terme? Écoutez, d'une part, n'oubliez pas une chose, c'est que l'éducation passe par les femmes. Donc, le mode d'éducation, l'éducation qu'elles vont apprendre à insuffler à leurs enfants, à leur famille, c'est la base. On revient aux racines. L'enfant apprend la tolérance, l'enfant apprend, elle l'amène l'accès à l'éducation. Donc effectivement, si on vient aux racines, on revient à la base, c'est l'éducation. L'éducation, elle passe par les femmes. Après, le développement économique, bien évidemment, dans les villages encore en Afrique, le travail passe par les femmes très souvent. Donc, sous différents aspects et dans différentes régions plus ou moins développées,
bien sûr que ce n'est pas que par les femmes, mais il faut compter avec les femmes. On a tendance, vous savez, à dresser une liste chaque année, on catégorise en tout cas les femmes. Est-ce qu'il faut catégoriser les hommes d'un côté, les femmes de l'autre? Est-ce que c'est une bonne chose, Cécilia Attias? C'est inévitable pour le moment, et le souhait que nous avons toutes, et j'espère vous tous, c'est que ça n'existe plus d'ici quelques années. On a beaucoup parlé, ça a fait débat, lorsqu'il y a eu des quotas. Je pense que les quotas n'étaient pas une fin en soi, mais étaient nécessaires. Des quotas? Vous êtes pour ou contre les quotas? Je pense que ce n'est pas une fin en soi, mais c'est comme un verrou qu'on essaye de faire sauter. On débloque une situation. Donc je suis contre le quota sur le long terme, mais je pense qu'à court terme, les quotas, ce sont comme des verrous qu'on fait sauter. À l'américaine? À l'américaine. Je pense qu'il faut, pour essayer d'aider les femmes, il faut faire sauter ces verrous. Alors, j'espère que dans l'avenir, il n'y aura plus de journée de la femme. J'espère que, comme vous le dites, il n'y aura plus de discrimination entre les hommes et les femmes. Il y a juste une normalisation et une égalité. On ne demande rien. Je ne revendique pas, je ne suis pas féministe. Je dis simplement que c'est peut-être un rêve, mais qu'il n'y ait plus de différence entre l'homme et la femme, que ce soit des gens qui essayent de faire avancer leur pays, leur économie, leur famille, leur quotidien, pour aller vers un monde meilleur. Aussi bien les hommes que les femmes, j'aimerais qu'il n'y ait plus de différence, que nous ne parlions même plus de cette différence, qu'il n'y ait plus de débat sur la différence. Vous pensez, soyons juste un peu lucides. C'est utopique. Ça va prendre du temps, je pense. Je pense que c'est totalement... À faire évoluer les mentalités. Ça va prendre du temps, les générations, mais peut-être moins que vous ne le pensez. Je vois les générations à venir, elles ont quand même un autre regard. J'ai des filles, j'ai un fils. Eh bien, mes filles, aujourd'hui, sont préparées et travaillent et sont complètement autonomes, ont leurs enfants, mais elles ont une vie professionnelle indépendante et un mari avec une vie professionnelle indépendante. Et ensemble, ils font travailler, ils élèvent les enfants. Donc, ça va prendre du temps. Il faut faire sauter ces verrous, il faut trouver des solutions. Ça peut peut-être, je suis moins pessimiste que vous, ça peut peut-être aller plus vite. Il faut les aider, en tout cas c'est notre rôle de les aider. Des femmes qui comptent dans le monde des affaires en Afrique francophone, est-ce qu'il y en a des femmes influentes? Bien sûr qu'il y en a. Du Maroc en passant par le Mali, le Congo, le Cameroun. Il y en a beaucoup, je ne vais pas égrener des listes que je ne connais pas forcément par cœur. Il y a des femmes influentes, et il y a des femmes formidables. J'ai rencontré hier le juge, cette femme qui est présidente de la haute autorité, du juge à La Haye. Ah oui. Son nom m'échappe, vous allez m'aider. Non mais je vais vous aider. Voilà, Bensouda, elle est tout à fait remarquable. D'ailleurs sur l'affaire Laurent Gbagbo. Voilà, absolument, elle est tout à fait remarquable. Il y a des femmes africaines, je ne connais pas leur nom forcément, mais bien sûr, il y en a partout dans le monde. Les femmes, je vais vous dire, il n'y a pas de différence. Vous avez l'air de parler comme s'il y avait vraiment une différence entre les hommes. Non, du tout. Je pense qu'il n'y a pas de différence. Il y a des femmes remarquables, il y a des hommes remarquables, il y a des femmes moins remarquables, des hommes moins remarquables. Il faut juste leur donner l'opportunité de parler, d'avancer et de montrer de quoi elles sont capables. Et enfin, dernière question, Cécilia Attias, si je vous dis les femmes entrepreneurs, oui, un puissant levier de l'économie africaine, vous me répondez quoi? Je pense que je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'il faut compter autant avec les femmes qu'avec les hommes. Je pense que ça peut être un levier, pas les femmes uniquement. Une fois encore, je n'aime pas cette discrimination. Elles peuvent être un levier, les hommes également. Il faut juste qu'elles aient leur place au même titre, de la même façon. On revient à la même question. Il faut leur donner l'occasion, l'opportunité d'être des leviers. Et enfin, je crois que vous avez ici même dans Ça fait débat une exclusivité. Enfin, nous, en tout cas, on tient une exclusivité. Vous avez une annonce. Pas une annonce, mais que vous souhaitez donc partager, en tout cas ici dans Ça fait débat. Je pense que, enfin, je suis assez sollicitée par des premières dames, notamment ici en Afrique, qui sont assez timides, frileuses et qui ont, vous savez, elles travaillent formidablement bien dans leur pays. Chacune d'entre elles a sa propre fondation pour aider les femmes. Chacune d'entre elles essaye de le faire avec les moyens qu'elle a, qui ne sont pas toujours immenses, et qui sont un petit peu frileuses, qui ont peur de la communication, qui ont peur du regard qu'on va porter sur leur travail, et qui me demandent comment on peut les aider. Donc j'aimerais monter, je suis en train de monter une initiative qui s'appelle First Lady Initiative, qui serait pour aider les premières dames à travailler ensemble, à parler de leur fondation, à faire connaître leur fondation et surtout à aider les gens de leur pays, les citoyennes de leur pays à venir vers elles plus facilement. Donc c'est une initiative qu'on est en train d'organiser, qu'on est en train de monter.
pour aider les premières dames à travailler ensemble, à ne pas avoir peur de communiquer sur leur fondation. Alors pour celles et ceux qui vous regardent ce soir, Cécilia Attias, est-ce qu'il y a une adresse? Est-ce qu'on passe peut-être, j'imagine, par ma fondation. La fondation Par ma Attias Foundation for Women qui est basée à New York. Et donc j'ai un site internet et on va donc... Et on peut tout à fait vous écrire et vous interpeller. Absolument. Il faut aider les gens à aller vers ces premières dames qui sont là, qui sont à l'écoute, qui sont prêtes à aider et qui le feront. Donc on va essayer de... Allez, votre dernier mot, celles qui vous regardent ce soir, oui. Vous avez un mot à leur dire, un message? Écoutez, c'est formidable d'être une femme. Il faut être solidaire, essayer de passer les frontières, les problèmes, ces fameux verrous dont on porte. Et il faut qu'on ait une place tout à fait équivalente à celle des hommes dans tous les domaines et dans tous les pays du monde. On est beaucoup en Afrique. C'est mon travail d'aider les femmes africaines, mais c'est mon travail aussi d'aider les femmes partout dans le monde. Cécilia Attias, merci infiniment. Merci. Je rappelle que vous êtes fondatrice pour la fondation, donc la fondation Cécilia Attias pour les femmes. Absolument, merci. Voilà, merci à vous, merci infiniment. Merci de votre fidélité, merci à vous tous. C'était un spécial Ça fait débat ici même à Libreville au Gabon. Spécial débat, le New York Forum Africa à Libreville. Vous pouvez le commenter, je vous le rappelle, à vous tous sur la page Facebook Ça fait débat et sur Twitter CF Débat. Cette émission a été réalisée par Raphaël Mogelstern et par toute l'équipe de l'agence Afrique TV, James Katambois, Ali Mobaye et Lizzie Lambert. Merci, à la semaine prochaine avec autant de plaisir. Ciao ciao.